dirais qu'il fait nuit en Amérique est un prolongement de tout ce que j'ai pu faire avant. Il y a un mouvement continu et qu'en fait, chaque film va d'une certaine manière poser une question ou c'est quelque chose d'introverti qui est prochain va, va un peu reprendre. Pas de forme méthodologique, mais c'est ça que je ressens quand je vois l'ensemble de l'œuvre. Et Il fait nuit en Amérique n'est pas un film qui est né d'un désir des mutations vers la durée, mais c'est un film qui a imposé sa durée. Donc, ce n'est pas un film dans lequel moi j'ai écrit un long métrage en pensant qu'il fallait changer la durée avant la fabrication du film, mais qui c'est l'expérience de sa fabrication qui a dicté la durée du film. Donc, j'ai très vite compris que c'est un film qui avait besoin de cette durée plus longue, car je, je fais vraiment confiance au fait que c'est un film qui travaille sur une altération, une transformation de notre perception des échelles dans des espaces urbains et dans des espaces sauvages, et surtout sur la question du regard et de la manière dans laquelle le regard humain est fabriqué à partir des relations avec les différents milieux que, que cet humain occupe et parfois qu'il occupe trop. Je dirais que la chose principale que j'écris pour les films que je vais tourner, c'est plutôt les conditions de ces fabrications, plutôt qu'un scénario, plutôt qu'une espèce de désir de raconter quelque chose qui préexiste. Je travaille beaucoup sur comment on peut créer les conditions pour qu'un contact, pour qu'un rapport, pour qu'une relation puisse exister. Et ça se passe très souvent, comme c'est le cinéma, ça se passe par la technique, n'est-ce pas? Et donc, comme je savais que la volonté première d'Il fait nuit en Amérique serait de, du coup, travailler avec ces espèces de plus en plus en danger d'extinction à cause de l'expansion de l'urbanisation dans l'espace monde partout, mais aussi du fait que ces animaux sont un peu coincés entre l'urbanisation et l'expansion de l'industrie, de l'agriculture industrielle. Et donc, nous avons d'un côté Brasilia qui les coince vers de plus en plus loin de ses frontières, et aussi l'industrie des soja qui les coince à nouveau. Et donc, dans cette espèce d'espace de fuite impossible de ces animaux, il me semblait important de travailler avec un dispositif cinématographique qui soit si fragile, disons, qu'est la situation que j'ai constatée. Et que dans ce sens-là, ça faisait vraiment des, des années que je collectionne de pellicules périmées. Souvent, c'est des bouts de pellicules qui ont été censés être utilisés pour la publicité, quand la publicité était encore tournée en pellicule. Donc, je collectionne depuis quelques années ces bouts de pellicules qui datent de différentes époques de l'histoire du cinéma. Dans le cas d'Elphée en Amérique, la plus ancienne vient des années 70 et la plus récente vient du début des années 2000. Et qu'il me semblait que cette film me demandait d'activer, d'utiliser cet matériel périmé, cet matériel censé être euh, jeté et de les rescaper, un peu comme ces animaux, en les donnant une deuxième existence, une deuxième vie. Mais pour cela, je savais qu'on n'aurait aucun contrôle sur quelles images et comment les images seront rendues. On savait depuis le début, les grands risques du film, disons, c'était qu'on n'aurait pas des images, qu'on aurait un film entièrement fait des grains, peut-être, et des saletés de la pellicule. Mais quelque part, cet risque m'est semblé un risque essentiel à prendre pour un film qui a été fait d'une urgence, d'une observation d'une situation très réelle en ville, qui m'est demandé de réagir presque pour faire le deuil de la quantité d'animaux morts que je commençais à trouver en ville. C'était un tournage vite quelque part parce que
à nouveau, je reviens à cette sensation d'urgence de fabriquer les films. On est dans la fin d'un des confinements de l'époque Covid. Euh, Cette sensation très forte de basculement des échelles temporelles et spatiales, je pense qu'il nous a hantés partout sur Terre. Et donc, on était encore sur cette réflexion de qui sommes-nous face à ce monde en effondrement. Les frontières étaient fermées entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Donc, il y avait aussi le fait qu'il n'y avait pas de voyage, de circulation euh, de longue distance. Et je pense que tous ces facteurs très factuels, quelque part, ont aussi contribué à une certaine urgence de la fabrication du film. Euh, et au fait qu'on décide de tourner, et au Brésil, c'est quelque chose parce qu'on tourne dans la semaine du carnaval, mais un carnaval qui ne pourrait pas vraiment être célébré, et qu'on décide du coup qu'on allait passer une semaine entière ensemble avec l'équipe de rescapage des animaux. Donc c'est pour ça qu'on entend au long du film les appels des habitants de la ville à la police environnementale, qui est un bras de la police militaire, dans une époque aussi où il y a une vraie menace des coups d'État vers la fin du mandat du président d'extrême droite au Brésil, que je préfère toujours ne pas nommer. Euh, et quelque part, tous ces facteurs factuels, politiques et à la fois très local et global, je pense qu'ils ont influencé aussi cette sensation qu'il fallait être dans le présent et qu'il fallait tourner vite un film qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer à chaque jour, car on recevait les appels de la police environnementale et on réagissait par rapport à ce qu'on pouvait faire en ville. Et après, il y a un autre facteur que je pense qui contribue énormément à cette sensation presque d'horreur dans les films, au-delà du récit des films, mais il y a une sensation d'horreur qui, je pense, qui vient d'un autre personnage important dans les films, qui sont les tempêtes. Donc, on est à la fin presque la fin de l'été au Brésil, qui est une époque pluvieuse, mais c'était une pluie qu'on n'a jamais vue. Il pleuvait tellement que parfois on n'arrivait pas vraiment à se déplacer où les rescapages étaient en train d'avoir lieu. Et du coup, on décide d'intégrer cette présence de la pluie et des tonnerres et de cette force plus qu'humaine, comme aussi un espèce de personnage dans les films. Et étrangement, la pluie a commencé les premiers jours de tournage et elle a duré jusqu'au dernier jour du tournage dans une région qui est considérée comme une région plutôt de sécheresse. Donc, c'était une pluie jamais vue. Et moi, je remercie beaucoup cette présence de la pluie parce que je pense qu'elle aussi présente une autre dimension qui vient un peu contrer cette face-à-face entre l'animalité et l'humanité, en nous appelant à encore une autre dimension de la vie sur Terre. Je dirais que tout mon engagement et ma pratique avec le cinéma a été petit à petit une forme de déconstruction de la manière dans laquelle la machine cinématographique est une héritière directe de la modernité coloniale. Que le cinéma a été l'instrument par excellence de la colonialité moderne. Et il a été pour plusieurs raisons, mais on pourrait dire que l'un d'entre elles, qui est quelque chose que j'essaie d'interroger dans mon cinéma depuis plusieurs années, c'est justement la séparation objet-sujet. Et cette séparation objet-sujet, qu'elle est aussi une séparation qui vient ontologiquement de la séparation nature-culture, de la séparation de la civilisation et ce qui est hors la civilisation, est quelque chose qui se fait de forme très matérielle et technique par le fait que très souvent dans les cinémas, la caméra n'est pas considérée comme quelque chose qui participe directement et ouvertement à la fabrication d'un film, mais plutôt on doit faire sembler qu'elle n'est pas là. On doit faire sembler qu'il y a un point de vue qui est presque présenté comme universel et qui, du coup, qui est un point de vue historiquement colonial, car il n'assume pas sa position partielle, sa position de partialité face au monde, et que cette caméra, elle est toujours là dans une espèce de pacte silencieuse avec ce qui est en train de se dérouler en face de la caméra.
Et ça m'a pris des années pour petit à petit comprendre au fil de chaque film qu'en fait, il y avait un vrai problème avec le fait qu'il fallait faire sembler qu'on disparaisse, non? Qu'on est en train de disparaître tandis que le film est en train de tourner. Et dans un film que j'ai tourné de 2015, qui est un film extrêmement important, je pense que dans ce parcours, qui est un film qui s'appelle Ocedange, qui cherche à tisser ce que j'appellerais une contre-ethnographie de l'Europe et plus particulièrement de la ville de Lisbonne au Portugal, qui a été historiquement la capitale liée à l'empire colonial portugais. Et qu'ici, on commence vraiment à regarder les régimes d'images qui sont nécessaires pour les récits coloniaux et pour la colonisation des imaginaires, qui est le dernier seuil de la colonisation, c'est la colonisation de nos imaginaires. Il se passe très souvent, pas seulement par toutes ces opérations que je suis en train de dire, mais aussi par les trafics des animaux comme des espèces des monnaies d'échange et des démonstrations des pouvoirs des empires coloniaux. Tout empire colonial est construit pas seulement par un trafic et une exploitation du vivant et des corps humains, mais aussi des corps animaux. C'est difficile de ne pas être pessimiste car le pessimisme est une forme de réalisme aujourd'hui. Si on n'assume pas que nous sommes vraiment au bord d'un gouffre en ce moment, je pense que nous sommes en train d'être naïfs et on n'a pas le temps pour ça. Et en même temps, on n'a pas le temps de justement être que pessimiste parce qu'on a besoin de réagir et on a besoin d'agir. Et, euh, et quelque part, je dirais que le cinéma est qu'une partie de ce champ d'action, car à nouveau, je parle de la manière dans laquelle, si cette machine de guerre qui a été le cinéma pendant le XXe siècle, s'il a été utilisé en fait pour, à mon sens, répéter les catastrophes dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Nous voyons le feu à Los Angeles en train de se passer actuellement. Et je ne peux pas ne pas penser qu'en fait, cette vision apocalyptique de la catastrophe, elle a été répétée 1 million de fois par l'industrie du cinéma hollywoodienne. Elle a été quelque part, je dirais, responsable pour ça. Parce que son irresponsabilité face à l'imaginaire qu'elle est en train d'engendrer est immense. Et donc, quelque part, moi, je crois que pour répéter à travers des récits, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans la littérature, dans la poésie, mais aussi au-delà des récits dans la vie, des mondes désirables à vivre. Pas les mondes hantés par une vision de la tragédie et de la catastrophe comme les seuls et ultimes euh, horizons imaginaires. Je pense qu'il y a un réel appauvrissement de l'imaginaire quand il est régné par encore un imaginaire extrêmement chrétien qui croit qu'en fait, le monde que nous vivons n'est pas le monde réel et désirable à vivre, qu'il y a une espèce de désir de transcendance, parce que s'il y a une foi tellement grande dans l'Apocalypse, c'est parce que quelque part, il y a encore dans la pensée chrétienne, qui même dans les pays les plus laïques, elle est encore là et elle règne sur nous, comme si en fait cet endroit magnifique que nous vivons n'est pas le monde, qu'il y a un autre monde. Mais c'est ça le monde que nous vivons. Donc, moi, je crois vraiment qu'il y a une espèce de nécessaire lutte pour l'immanence, le désir d'être là.